Bonsoir à tous, bienvenue. Direction Koungou dans votre 19h où les élèves du premier degré n'ont toujours pas repris le chemin des écoles en raison du conflit qui oppose parents d'élèves et municipalités, des familles désormais soutenues dans son mouvement par le syndicat SNUPP-FSU et un maire qui aujourd'hui a décidé de sortir de son silence et réagir sur la situation actuelle de l'éducation au sein de sa commune. Reportage à suivre au cours de cette édition, juste après les titres de votre JTM. Le maire de Mamoudzou est parti ce matin à la rencontre des agents de tous les services de la mairie afin de présenter et d'évaluer les capacités d'intervention de la municipalité en cas de sinistre et catastrophes naturelles. Des moyens logistiques communaux dévoilés qui se veulent rassurants. Reportage. Le blocage dans les écoles à Koungou par les parents d'élèves se poursuit. Alors que les parents ont obtenu le soutien du syndicat SNUPP, de son côté, le maire de la commune a accepté de s'exprimer. Il se dit ouvert au dialogue et souhaite que seuls les délégués de parents d'élèves participent aux échanges et explications. Ça y est, la 3e édition de la Journée mondiale des zones humides de Mayotte est lancée. Jusqu'au 25 février, un programme riche et varié est proposé à tout un chacun. L'occasion pour nous de faire un focus sur les utilités de ces milieux et sur les menaces qui pèsent sur eux. À Mamoudzou, le maire du chef-lieu aux côtés de ses agents municipaux ce mercredi, l'occasion pour le premier magistrat de la première commune de l'île de présenter ses vœux pour l'année 2018 à l'ensemble des corps de métiers municipaux, mais également pour la commune de recenser ses capacités d'intervention autour de ses moyens logistiques au service d'une population évaluée à 71 000 habitants au dernier recensement de l'INSEE et qui fait de Mamoudzou aujourd'hui la 70e plus grande ville de France. Reportage. Exposition grandiose au remblai de Mtsapéré ce mercredi. Le maire de Mamoudzou, venu à la rencontre de ses agents municipaux, a pu évaluer l'ensemble des moyens logistiques de la commune, un maire et des employés communaux mobilisés pour améliorer le cadre de vie de sa population. Penser au bien-être de la population. Donc nous avons mis tout ce dispositif de matériaux à nos agents pour juste pouvoir intervenir en cas de besoin. Nous sommes à leur service, moi et mes collègues, les élus municipaux de Mamoudzou, mais aussi les cadres administratifs, parce que c'est un travail de groupe et d'équipe. Il n'y a pas que les élus, mais aussi il y a les agents, surtout les agents qui sont sur le terrain. Ce sont eux qui rencontrent beaucoup de difficultés. Et donc dire à la population que nous pensons à eux, nous travaillons pour eux. Et parmi les nouveautés, on retrouve ce camion benne de 20 tonnes dont les objectifs sont le ramassage et l'acheminement de détritus lourds. Un outil qui rejoint donc aujourd'hui un parc matériel bien garni, une municipalité désormais prête à intervenir au quotidien et en cas de catastrophe naturelle, très fréquente ces dernières semaines en cette période de forte pluie. Nous avons déjà répertorié toutes les zones à risque en cas de cyclone ou d'écoulement de boue. Nous avons tout recensé ça, nous sommes en alerte. Donc c'était aussi pour leur montrer que nous sommes pour eux, nous travaillons pour eux. Et dès qu'il y a un signalement, nous sommes prêts à intervenir dans le territoire de la ville de Mamoudzou. Un arsenal technique donc en plein développement. En 2 ans, le chef-lieu a investi en moyenne près de 800 000 € en matériel de voirie ou bien encore d'éclairage public dans le cadre du plan communal de sauvegarde. En politique, Ramlati Ali, de nouveau en course pour le Palais Bourbon, la désormais candidate pour les élections législatives partielles prévues les 15 et 28 mars prochains, revient pour la première fois sur l'annulation de sa dernière élection par le Conseil constitutionnel. Loin d'être abattue, elle se dit pleinement engagée dans la bataille à venir. Elle compte d'ailleurs profiter de son expérience à l'Assemblée nationale pour défendre les intérêts de Mayotte à l'avenir. Ses propos lors de la matinale de Kozi.
Je m'attendais à ça, je m'attendais à ce que ça ne soit pas annulé, je m'attendais à ce qu'on décompte les bulletins nuls qui n'étaient pas dans les enveloppes et qu'on me dise ben, tu as eu 54 voix, là il y avait 116 qu'on n'a pas vu, et ben El Hadj Chakrina il est élu. Je m'attendais à tout ça. Donc aujourd'hui, la décision, pour moi, c'est pas la pire. Mes arguments vont forcément changer, et obligatoirement, parce que dans tout ce que je disais pendant la campagne, d'abord, c'était, j'ai fait une campagne socialiste en disant que j'irais en marche si j'étais élu, ça c'est déjà fait. J'ai fait une campagne en disant que, en réalité, sur le plan territorial, mon parti politique c'est Mayotte. Et tous ceux qui veulent travailler pour Mayotte, ils sont dans mon parti politique et donc on va pouvoir travailler ensemble. Et donc aujourd'hui, on a vu jusqu'au 19 janvier, tous les parlementaires mahorais travailler main dans la main. Donc c'était déjà un objectif pour moi, c'est déjà atteint. Maintenant, on va continuer sur la suite. Éducation à présent dans votre 19h, direction Koungou, où depuis la rentrée de janvier dernier, des parents d'élèves bloquent la majorité des écoles de la commune. Ils réclament des travaux afin de pallier les problèmes d'hygiène, de sécurité et de manque de matériel pédagogique. Malgré plusieurs discussions avec le maire, aucun terrain d'attente n'a été trouvé. Le premier magistrat de la commune de Koungou qui aujourd'hui sort de son silence. Le point sur la situation sur place avec Pierre Bellucci, Leslie Vimenet. Après bientôt un mois de blocage des écoles, le maire de la commune de Koungou, Hassani Bamkolo Sindou, a décidé de répondre aux nombreuses accusations qui lui sont faites. Selon lui, la municipalité est ouverte au dialogue, mais le nombre important d'interlocuteurs représente un frein à une sortie de crise. Mon objectif, c'est d'avoir des délégués, des parents d'élèves à travailler avec. Mais le souci dans la commune de Koungou, tous les parents d'élèves, chacun du jour au lendemain, vient à la mairie pour réclamer parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Vous imaginez, j'ai Longoni. C'est d'autres personnes qui viennent collaborer. J'ai jusqu'à Majikavo Lamir. Tout le temps, c'est pas la même personne et c'est pas le même dialogue. Alors du coup, au bout d'un moment, moi je demande juste des responsables. Et d'ailleurs, il y a des associations des parents d'élèves. Il y a aussi une fédération des parents d'élèves dans la commune de Koungou. Et moi, ce que je souhaite, c'est de travailler avec cette fédération parce qu'il y a des choses qui se font. Par exemple, on a rénové toute l'école de Majikavo Lamir. On a rénové aussi presque Majikavo Koropa, une bonne partie. On a rénové Tchevani, Longoni, Kangani. Il y a des choses qui se font. Mais les gens ne sont pas au courant de ce qui se font. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ce n'est pas les mêmes. De son côté, le SNUPP FSU a décidé de soutenir le mouvement des parents d'élèves. Pour son secrétaire départemental, les problèmes ne sont pas nouveaux, mais l'équipe municipale en place fait la sourde oreille. Il faut rappeler que depuis plusieurs mois, plusieurs années, les collègues, enseignants du premier degré, les parents d'élèves des écoles de Koungou revendiquent des réparations. Il y a toujours eu des promesses et des engagements de la mairie, mais qui n'ont jamais abouti à quelque chose. Donc aujourd'hui, c'est 10 écoles sur 12 qui sont fermées dans la commune de Koungou. Il y a un dialogue de sourds, il y a le maire qui, malgré les pressions, malgré les discussions, aucun chantier d'engagé. Donc c'est quand même malheureux. C'est malheureux parce qu'il y a quand même des enfants qui sont, pour plus de 4000 élèves, qui sont dans la rue. Des élèves dans la rue, faute d'école ouverte. Pour le maire, les parents doivent davantage faire preuve de responsabilité. La première éducation, normalement, elle vient de parents. Parce que si c'est les parents qui bloquent l'école à cause juste d'une chiotte, c'est quand même dommage. Il y a des gens qui ont carrément mis de la colle dans les serrures des écoles. Alors il faut chercher et il faut comprendre et il faut chercher à savoir qui est-ce qui a mis cette colle dans les serrures des écoles. Ça voudrait dire que c'est des problèmes. Est-ce que c'est des enfants? Est-ce que c'est des adultes? Est-ce que c'est qui? Les semaines passent. Mais pour l'heure, aucune sortie de crise ne pointe à l'horizon, alors même que des milliers d'élèves de la commune sont privés de cours depuis près d'un mois. Aussi à la présent, direction le port de Longoni où le conflit perdure entre MCG et les salariés grévistes ex-CCI. Sur place, les positions des deux parties n'annoncent pas d'issue favorable à une sortie de crise. Bonsoir Nourdine Moussa et Saindo Hamadi.
Bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur, gréviste MCG. Alors, la situation sur place n'évolue pas. Comment vous la vivez, cette situation? Difficile. D'ailleurs, avant tout, bonsoir aux spectateurs et spectatrices de Kwezi. Pour cette situation, bon, je rappelle qu'on est au 101e jour de grève, 101e aussi département de tout un symbole. France, voilà, tout un symbole, en espérant qu'on aura bientôt une issue de sortie de cette crise. Voilà. Donc, comme je le disais, on le vit très très mal parce qu'on est arrivé à un point auquel il y a dans les deux parties aucune négociation, aucune voie possible. La direction se positionne là où elle est et qu'on ne peut plus avoir de dialogue. Comment expliquer qu'on en soit au point mort aujourd'hui? Pourquoi il n'y a pas cette volonté de dialoguer? Qui ne fait pas d'effort dans cette affaire? Nous, l'effort de notre côté, nous, on l'a fait. On l'a fait. Si je rappelle un petit peu d'où on vient, ce que nous, par rapport à la DSP, MCG est arrivé avec à la tête de la présidente de MCG, Madame Nel, d'accord, au 1er novembre. Et après ça, il a été décidé selon la DSP, l'article 14 de la DSP, notamment avec la CCNU, d'accord, qu'il devrait prendre les agents de la CCI, donc aujourd'hui qu'on appelle les ex-CCI, d'accord, avec leurs acquis. C'est-à-dire dedans, il y avait plusieurs primes, il y avait les primes de risque, primes d'incommodité, primes d'astreinte, primes de transport, primes de régie. Voilà. Donc ils devraient prendre ces gens-là avec leurs acquis. Chose que nous, on a compté depuis environ 5 grèves. Le premier s'est passé en janvier 2014, c'est-à-dire que on a remarqué pour les premiers pays, elle a refusé, elle a catégoriquement coupé les primes. Mais elle s'était engagée auparavant, si j'ai bien compris, de vous accorder ces acquis? C'était engagé, non. C'était engagé. Et non, on s'est stimulé directement sur la DSP. C'était engagé à nous payer. Après, il y a eu une deuxième grève qui s'est déroulée en avril 2014. C'était les mêmes revendications parce que comme elle n'avait pas respecté le protocole, donc on est descendu encore une fois. En mars 2017, en fait, on a laissé un temps parce qu'on pensait que à un moment donné, on se disait que les grèves répétitives au port, ça l'empêchait à la direction de mieux gérer, de mieux faire son travail. Donc il y a eu un temps mort de 2014 à 2017. Dedans, elle avait 6 mois pour régulariser nos situations sociales, c'est-à-dire les contrats. Jusqu'à maintenant, je rappelle qu'on n'a pas de contrat signé. C'est le contrat, on peut dire physique, mais moral, je ne sais pas comment on appelle ça, moral, auquel on a un bulletin de paye. Voilà. Alors, vous avez une méthode particulière, c'est peut-être pour ça aussi que ça bloque le dialogue, non? Parce que les blocages, tout ce qui est blocage, on parle également de dégradation de temps en temps, est-ce que c'est pas ça qui bloque? Dégradation dans quel terme? Parce que on entend souvent dégradation de matériel. Au port, rien n'a été dégradé. Que ce soit matériel, que ce soit mobilier, rien n'a été dégradé. Si on veut faire référence qu'on s'est opposé, on s'est mis sur la route, on a barré la route, d'accord, mais rien n'a été dégradé. Et tout ce qui est blocage qui a été fait avant, c'est-à-dire qu'il y a eu un premier blocage qui a été fait, c'est-à-dire que comme d'habitude, on ferme le port, c'est-à-dire on ferme le portail. À ça, il y a eu comment on appelle c'est-à-dire que Madame Nel a eu raison par rapport au référé qui a été fait auprès de la justice, donc qui a fait que le portail était ouvert. D'accord. Depuis là, aucune négociation n'a été faite. C'est-à-dire refuser catégoriquement de négocier. Est-ce que dans ce cas-là, est-ce que c'est pas un combat perdu pour vous si Madame Nel n'ouvre pas la porte du dialogue? Je vais être vraiment précis. C'est-à-dire que
C'est-à-dire qu'avant, on pouvait avoir toujours une sortie de fin de crise parce qu'on pouvait faire pression d'après la fermeture du portail. Parce qu'on l'imposait à ce qu'elle négocie. Depuis qu'elle a eu droit, qu'elle a eu raison et que la justice l'a donné raison, que le portail ne pouvait pas se fermer, d'accord, elle a commencé à jouer là-dessus. C'est-à-dire qu'elle a pris tout son temps. Moi, je me rappelle d'une première réunion qu'on a eue à la Diète, suite à la demande du conseil départemental. Ça a échoué parce qu'il n'y avait que de la mépris. Il n'y avait rien d'autre. C'était ça. Vous avez fait ça, je vous ai donné ça. Vous avez fait ça, je vous ai donné ça. Vous crachez dans la soupe. Il n'y avait que ça. On avait affaire à un dialogue de sourds, si je comprends bien. Exactement. Et à la sortie, la Diète a proposé ce qu'on appelle, elle a proposé à notre direction de faire une proposition de protocole de fin de conflit. C'était plus un compte rendu. Nous rappelons ce qu'on avait fait, on avait fait mail portail. Nous, on a fait une contre-proposition tout en mettant des articles vus qui montraient que on est parti de ça jusqu'à là. Moi, j'ai amené moi-même les documents pour les déposer. On attendait. Depuis, il n'y avait rien. Silence. Tout ce qu'on faisait, c'est titiller un petit peu. C'est-à-dire que mettre des petites branches sur la route pour titiller, pour qu'on sache qu'on est vivant, qu'on est là, qu'on attend à ce que la direction revienne négocier. Saïda m'a dit, je vous posais une question puisque vous êtes là également. Quel est l'état d'esprit des grévistes sur place? Bonsoir. L'état des grévistes qui sont sur place, on est là, on a toujours de l'espoir envers l'autorité qu'on est parti le voir de temps en temps pour demander des aides. Donc pour l'instant, l'esprit sont bien clairs, qu'on a toujours raison, même si aujourd'hui, madame, elle a refusé de négocier avec nous. Alors pourtant, on a deux autorités, à savoir l'État qui, si on a bien compris, ne veut pas trop se mouiller, et le département qui veut jouer un rôle de médiation. De quel œil analysez-vous ces deux positions? Je pense que l'État dit clairement que le port, c'est qu'il a raison, le port, ça appartient au conseil départemental. C'est au conseil départemental de gérer le problème actuel. Mais le conseil départemental ne va pas gérer un conflit social entre employeurs et ses salariés. C'est pas possible. Elle a d'autres choses à faire. Est-ce que le mouvement va évoluer à Longoni? Votre mouvement va-t-il évoluer? De quelle manière? Non, là ça a réellement stagné. Parce que il y a eu, dernière tentative qu'on avait fait, on avait fait une marche escargot jusqu'à la préfecture, reçue par le sous-préfet, qui y a fait le nécessaire pour qu'il y ait un dialogue. Notre direction ne s'est pas présentée, pour des raisons, parce qu'ils avaient entamé déjà comment on appelle ça, des courriers, parce qu'on avait reçu des courriers de licenciement, d'entretien de licenciement préalable. Donc on a passé ces entretiens depuis le 11. On sait très bien qu'elle a minimum 2 jours, maximum 1 mois. Elle joue. Plus ça dure, plus ça fait mal. C'est-à-dire que elle est arrivée à un point que ça dure, ça fait mal. C'est-à-dire l'objectif, aller jusqu'à nous demander que l'on ne peut pas reprendre le boulot tant qu'elle n'a pas demandé aux autres salariés ce qu'ils en pensaient. C'est comme si, c'est-à-dire que pour elle, c'est un jeu. Nous, aujourd'hui, le point vraiment fort qu'on défendait, c'était on le présente auprès de la justice. On a pris un avocat, on envoie l'affaire. Maintenant, ce qui reste, les autres points. Donc, si vous voulez que je rémunère pour ça... On aura l'occasion d'en reparler. Il nous reste une dernière question. Quelle est votre crainte aujourd'hui, très clairement? Notre crainte, c'est qu'elle fait durer les choses, ça fait mal. Et on va arriver, parce que comme elle est capable de faire ce qu'elle a envie de faire, à des licenciements et pas normal, auquel il n'y a pas qu'elle va qualifier d'une faute grave, parce que ce qui nous reproche pendant l'entretien, c'était pourquoi avons-nous fermé la route? Je pense que ça appartient à l'État, je ne sais pas moi. Et aussi, est-ce que savons-nous que le fait qu'on ne travaille pas, ça fait que le travail ou le boulot, l'entreprise ne fonctionne pas normalement? Si c'est ça, ils nous auraient laissé reprendre le boulot.
Parce que jusqu'à là maintenant, nous on attend sa décision pour pouvoir reprendre le boulot. C'est votre principale volonté, vous voulez reprendre le boulot. On était arrivé à un point, d'accord? On était arrivé à un point qui était clair, c'était ça, c'est-à-dire qu'on attendait le retour d'après les entretiens pour prendre une décision. Mais aussi, là, on se retrouve avec un cas vraiment difficile aussi, parce qu'on se trouve un collègue qui a été licencié pour des raisons... Elle trouve ça normal, faute lourde. Je pense que depuis que cette personne-là a commencé, comme il l'accuse, a commencé à travailler au port ou à faire ce qu'elle avait à faire au port qui n'était pas légal, elle aurait pu l'arrêter. Elle aurait pu carrément le sanctionner par une mise à pied. Mais elle a profité qu'il y ait une grève. Après la grève, elle a profité, elle a envoyé un courrier. La personne ne l'a pas reçu. Le jour où la personne accompagnait une autre personne pour son entretien, c'est là où on lui dit, on lui reçoit son courrier que tu as été licencié, tu ne fais plus de partie de l'entreprise et voilà. Donc vous lancez aujourd'hui à nouveau un appel au retour au dialogue avec la direction de MCG? Oui, si cela est possible, parce que c'est ce qu'on aimerait. Merci messieurs d'être passés par ce 19h et on suivra bien évidemment de très près la situation du côté du port de Longoni. Culture maintenant, ce matin nous recevions Pascal Helleux, un enseignant au lycée du Nord à l'origine de Jeans, une nouvelle fiction de 50 minutes traitant du choix des élèves ayant obtenu le bac de partir ou de rester à Mayotte. Après un an de travail, le professeur qui n'en est pas à son coup d'essai a présenté le film ce jour au lycée. Grève, barrage, retard dans les bourses, le quotidien de Mayotte avec ses bons et ses mauvais côtés anime le film. Néanmoins, au-delà de la création, ce sont également les vocations créées qui animent les participants aux différents projets. Écoutons les principaux protagonistes du film lors de la matinale de Kwezi. Il y a parmi nos anciens adhérents ou parmi les élèves qui ont participé à nos films antérieurs, des gens qui maintenant font de l'audiovisuel leur métier. Et c'est ça qui a déclenché chez eux ce désir. Hein. Il y a par exemple, Mickey Daddy de Numérise à Msamboro, hein, à Swawi, qui a créé une entreprise qui est en pleine expansion. Il s'installe et se développe maintenant à Zoumonier également. Et voilà, ils sont un certain nombre comme ça, ou alors à devenir prof, mais à revenir. Ils ont joué avec nous au lycée du Nord dans nos vieux films et ils reviennent et ils adhèrent à l'association, etc. Donc ça crée une dynamique comme ça. 19h et bientôt 25 minutes sur Kwezi TV. Merci d'être avec nous. À présent, le reste de l'actualité locale de ce mercredi 31 janvier dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Le mouvement de grève à Maïko vient de dépasser les 3 mois pleins. Alors qu'aucune issue ne semble envisagée, des salariés non grévistes de l'entreprise ont décidé d'interpeller le préfet par le biais d'une lettre. Ils écrivent ainsi, je cite, « Si le droit de grève est exercé quotidiennement, c'est sous une forme qui est malheureusement au détriment d'un autre droit constitutionnel tout aussi fondamental, le droit de travail. Alors aujourd'hui nous demandons humblement pourquoi autoriser par votre absence tous ces blocages et menaces? Pourquoi cautionner par votre silence cette interdiction de travailler? Pour la première fois, les salariés non grévistes prennent la parole et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont très critiques envers le représentant de l'État et les salariés grévistes. En réponse, ces derniers se sont contentés d'installer une nouvelle banderole qui en dit long sur le ras-le-bol général et la volonté commune d'une intervention des autorités. Depuis le 11 janvier dernier, les centres pénitentiaires du pays étaient soumis à un mouvement de protestation de grande ampleur. Ce mouvement qui s'est durci au fil des jours aura eu le don de mettre en lumière des revendications nationales mais également locales. À Mayotte, une intersyndicale s'est constituée pour réclamer de meilleures conditions de travail, une augmentation des effectifs, mais également de meilleurs salaires pour ce métier à risque. Plusieurs réunions ont eu lieu entre les organisations syndicales et la ministre de la Justice avant la rédaction d'un accord, loin de faire l'unanimité. En effet, l'intersyndicale à Mayotte affirme que l'UFAP-UNSA a fait volte-face en se retournant contre les autres et a signé le relevé de conclusion contre l'avis des personnels mobilisés et de la majorité de ses adhérents.
Si le mouvement a pris fin ce matin, l'intersyndicale conclut avec ces mots, je cite, « Soyons fiers de nous et unissons-nous pour combattre l'injustice dans notre administration, avec honneur et discipline. » Les cours d'eau de Mayotte font partie du domaine public fluvial de la collectivité territoriale et sont donc à la charge du conseil départemental. Depuis 2007, une équipe d'une dizaine de personnes est ainsi mobilisée pour l'entretien des rivières, mais les résultats sont loin d'être satisfaisants et afin d'optimiser et planifier les actions dans le temps, le département lance le premier schéma d'entretien et de restauration des rivières de Mayotte. Au préalable, un état des lieux des cours d'eau à enjeu et leur fonctionnalité va être réalisé sous 2 ans. Cette étude aura notamment pour objectif de réaliser un diagnostic de la végétation et des berges des rivières à enjeu de Mayotte, de fixer des objectifs de gestion sectorisés ou encore d'élaborer un programme d'entretien et de restauration des rivières. Selon le département, le groupement de bureaux d'études retenu pour ce projet est composé de spécialistes en aménagement, hydrobiologie, restauration d'espaces naturels et en botanique tropicale. Environnement toujours pour terminer cette édition avec la 3e édition de la Journée mondiale des zones humides du territoire. Un événement à suivre jusqu'au 25 février prochain. Au programme, une série d'activités organisées par le réseau d'éducation d'environnement au développement durable du département dont l'objectif est de mobiliser et sensibiliser la population à la conservation de cet écosystème fragile qui nous protège. Alors, en quoi les zones humides nous sont-elles utiles et quelles menaces pèsent sur elles? Adèle Laurent nous en dit plus. Une zone humide, qu'elle soit artificielle ou naturelle, est un espace de transition entre la terre et l'eau. Elle est recouverte d'eau peu profonde, de façon permanente ou temporaire, qui peut être salée, douce ou saumâtre. Et ce milieu est très important pour l'homme pour 3 raisons principales. On va dire que ce sont des éponges naturelles, c'est-à-dire qu'en cas de forte pluie, etc., ce sont des milieux qui vont stocker l'eau, limiter le risque d'inondation, donc protéger justement les villages, les populations du risque d'inondation d'une part. Ça va être également ce qu'on peut appeler un filtre naturel. Les écosystèmes humides vont pouvoir filtrer donc, les sédiments, les polluants, les pesticides, etc. Mais ce n'est pas une raison de les polluer, hein, on est bien d'accord. Et enfin, qui dit eau dit la vie. Les zones humides abritent une biodiversité exceptionnelle et foisonnante. Les zones humides représentent 1615 hectares sur l'île aux Lagons. Cependant, nombre d'entre elles sont menacées et notamment les mangroves. Coupe de palétuviers, déchets, extension de l'urbanisme incontrôlé, pollution, les menaces sont nombreuses, alors même que 30% des espèces de faune et de flore patrimoniales ou menacées de l'île dépendent de ces zones humides. Et à l'heure où Mayotte mise sur son développement touristique, cet espoir pourrait bien être tué dans l'œuf. Le problème, c'est que si Mayotte tue son environnement, tue son écosystème, tue sa biodiversité, il n'y aura plus grand-chose à voir à Mayotte. Et c'est dommage parce que c'est un endroit qui est pratiquement aujourd'hui unique au monde. Hein. Les coraux sont en train de mourir, la mangrove est en train de mourir. Bref, je ne veux pas être alarmiste, mais à un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face, regarder les choses en face et puis commencer à réfléchir sur de véritables politiques de sauvegarde. Donc nous, on est une association environnementale, on n'a pas vocation de décider à la place des autres. Par contre, sensibiliser, communiquer, ça c'est notre rôle. Sensibiliser, communiquer, c'est aussi la mission de l'association locale de protection des oiseaux Gépomaille, qui organise également des animations dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides. Et pour cause, 50% des espèces d'oiseaux connues dépendent de ces milieux, comme le héron crabier blanc, oiseau en danger critique d'extinction. Fragmentation du territoire, empiètement des cultures sur les zones humides, braconnage des oiseaux comme des œufs, les menaces sont là aussi nombreuses, alors même que les oiseaux jouent un rôle primordial dans le maintien des écosystèmes. Tout est lié en écologie. Donc si un oiseau disparaît, ça va être tout l'équilibre
qui va être modifié. Et donc ça va être un effet boule de neige qui va faire qu'une espèce va disparaître, une autre espèce va disparaître. Et après ça va avoir un impact sur l'agriculture parce qu'il y a des espèces qui sont responsables, je sais pas, de la pollinisation ou responsables de la filtration des eaux. Ou donc des espèces qui vont moins polliniser, ça va faire moins de culture, moins d'arbres et ça va éroder les sols. Donc c'est vraiment, ça va faire un enchaînement de choses qui vont faire qu'il va y avoir un impact à la fin sur les hommes. Les zones humides, des milieux fragiles d'une importance capitale. D'où l'intérêt de mettre en place ces journées mondiales. Jusqu'au 25 février, ce sont plus de 15 animations grand public et 10 animations scolaires qui seront organisées, ce qui fait de Mayotte le département d'outre-mer le plus dynamique sur cet événement. Toutes les animations sont à retrouver sur le site internet du réseau EDD 976, voilà, sur internet ou sur notre Facebook Mayotte Nature Environnement. Et ces animations déjà sont gratuites, donc c'est la bonne opportunité pour venir découvrir en famille, entre amis, des milieux en fait qui semblent peu connus et qui finalement sont magnifiques. Vous allez y retrouver une faune et une flore incroyables. Voilà, juste pour découvrir et passer un très bon moment. Prochain rendez-vous samedi avec au programme une réunion d'information, la découverte de la zone humide d'Ambato à Msangamouji, de la mangrove de Mangajou et de la retenue collinaire de Dzoumogné. Tout cela en présence de professionnels. Une occasion de mieux connaître ces milieux fragiles qui nous protègent afin d'en faire de même en retour. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite de votre programme sur les antennes de Kwezi. Je vous donne rendez-vous demain, 19h, pour un nouveau bulletin d'information. Belle soirée à tous.